Le MMA en récession. Eh oui, on y est, on y est. Hier, Ariel Helwani, que vous connaissez sans doute, journaliste le plus influent dans le MMA mondial, l'a dit. Nous sommes dans une période de récession. C'est cyclique, évidemment, mais ça confirme sans doute nos craintes. Et c'est vrai qu'Ariel Helwani l'a dit, il n'y a plus vraiment de numéro 2, puisque le PFL se désengage lentement mais sûrement du marché américain. Le GFL est tout simplement mort-né, on va s'attarder là-dessus, parce que c'est de plus en plus scamesque cette organisation. Et les gros combats qu'on essaye de milquer tant bien que mal n'arrive pas non plus. Bref, c'est difficile d'être un fan de MMA aujourd'hui. Ouais, mais comme tu l'as dit, c'est cyclique, hein. C'est l'avantage, c'est que ça va probablement se relancer, mais là, voilà, on est sur une mer d'huile. Avec Winamax, ton premier dépôt est doublé jusqu'à 100€ en pari gratuit. Dépôt 100€, 100€ en pari gratuit, plus 10€ avec le code la sueur 10, 210€ pour parier. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Par quoi commence-t-on, Rust ? Peut-être qu'intéressera le plus grand nombre, en tout cas au début, mais de dire que enfin, on a quand même les combats qui n'arrivent pas, mais Ilia Topuria, il a dit qu'il avait commencé son camp d'entraînement. Bizarrement, on a eu un message aussi de Charles Oliveira qui a dit que le lion était de retour ou je sais plus quoi. C'est peut-être une coïncidence, mais ça ressemble bien quand même à un UFC 317 dans 2 mois là, fin juin, où il y aurait un petit Ilia Topuria Charles Oliveira pour sans doute le titre. Et peu importe l'adversaire, j'ai envie de dire, que ce soit Ilia Topuria contre Islam Makhachev ou Ilia Topuria Charles Oliveira, c'est pour le titre. Le journaliste donc espagnol qui a toutes les infos sur Ilia Topuria a dit que c'était pour le titre Undisputed, et donc ce sera soit contre Islam, soit laissé vacant. Peu importe, ça me va. Et puis je trouve que c'est bien de la part de l'UFC qui a un peu de fermeté, tu vois, de se dire bon bah voilà, si tu veux monter de catégorie, tu bloques pas comme ça a pu être fait par le passé. Et donc ouais, non, je suis entièrement d'accord avec toi. J'aurais préféré Islam Makhachev, mais même si c'est Charles Oliveira, allez, aujourd'hui on est dans la situation où on prend quand même. Ouais, là, on prend tout. On veut juste quelqu'un qui nous fasse vibrer un peu là. Donc Où voilà. on soit content que ça arrive. Donc le premier choc, on peut cocher la case. Le deuxième choc aussi, par rapport à ce flou artistique qu'il y a globalement, c'est donc Chael Sonnen, qui en l'espace de 12 heures, je crois, record battu, a fait « Ça y est, il y a un accord. Il y a un accord, les gars, entre Tom Aspinall et John Jones. Le combat va se faire. » 12 heures plus tard, Tom Aspinall n'affrontera pas John Jones. Ce sera face à Cyril Gane pour le titre intérimaire. En fait, c'est ça qui est bien avec Chael Sonnen, c'est que, je sais plus, qu'est-ce qu'il avait fait il y a pas longtemps aussi, où, en gros, il avait sorti un énorme truc, et tout le monde était en mode « Oh !» Tu descends, tu lis, tu vois, reporté par Chael Sonnen, et tu fais « Oh putain !» C'est un peu l'équivalent d'un poisson d'avril, en fait. Donc, on aime tous Tonton Chael, hein, mais c'est devenu un petit peu quand même un running gag, les infos qui sont sorties par Chael Sonnen. Donc, nous, on ne prend plus ça au sérieux du tout quand Chael Sonnen dit un truc. Mais en tout cas, bon, oui, il a dit qu'il savait ce qui se passait pour la 15e fois depuis 3 mois, Thomas Spinal. Donc peut-être qu'on avance, mais peut-être pas. Mais en tout cas, ce que dit Chael Sonnen, bien qu'il travaille avec ESPN et bien que ce soit une légende, il a quand même marqué son sport. Bon, ouais. On attend quand même. Ouais. Et dans les combats qui ne se feront probablement pas, qu'on a attendu un moment, il y a le retour de Michael Chandler contre Conor McGregor. J'ai envie de dire Conor qui a perdu le peu de sérieux qu'il avait. On n'avait même pas fait de podcast, mais donc il se présentait, il voulait être président en Irlande. Ensuite, il a tenté sa chance dans la crypto. Il n'a même pas réussi le lancement parce que les gens ne se sont pas inscrits voyant le scam arriver. Et donc là, Conor qui est de retour pour se dire comment récupérer un peu d'oseille. Je reviendrai dans un stade. Michael Chandler, notre histoire n'est pas terminée. Michael Chandler, on rappelle, hein, qui n'a plus gagné depuis 2022 et sa victoire sur Tony Ferguson. Mais c'est extraordinaire mais c'est marrant parce que Conor, je sais pas si t'as vu, il essaye tout là en ce moment. Il a lancé un label de musique avec Exhibit, je crois. Oui. Ouais. où il a lancé donc ce label de musique, et un des groupes qui est le groupe lancé par le label de Conor et Exhibit, c'est un espèce de Spice Girl, 4 meufs, tu sais, un peu fraîches. T'as pas vu? Oh Ouais, là vraiment, là. ouais.
Et il ont essaye vraiment vraiment de récupérer tout ce qui... Bah, il a aussi lancé une marque de cigares, j'avais vu ça. Ah ouais, Ouais. mais c'est incroyable. Bah, donc en fait, c'est un peu. Je sais pas, c'est parce qu'en fait, j'ai envie de me moquer gentiment, parce qu'après, je respecte, parce que bon, il est quand même, il essaye des choses, il est entrepreneur, au moins il crée des trucs, donc ça, je me moquerai jamais. Mais t'as quand même cette impression que là, il veut être partout sur des trucs qui visiblement. Parce que si au milieu de tout ça, il n'y avait pas eu le truc de crypto, j'aurais fait, bon, son whisky a cartonné, il a fait son McGregor Fast, je ne sais pas si ça marche trop, mais enfin en tout cas il l'a lancé. Il y a les Forged In et Forged Irish Stout, ou alors il y avait le truc de restaurant et le truc de bière qui avait l'air de, je sais pas en fait si on avait des chiffres, mais voilà. Si, ça fonctionne bien. Et puis surtout, t'avais ce côté cohérent. Voilà, que ça marche ou pas, c'est cohérent par rapport à l'ensemble. C'est ça. Mais là, le fait qu'au milieu de tout ça, il ait voulu lancer un truc de crypto, évidemment que ça aurait été un rug pull, c'est-à-dire que bah, tout le monde achète et boum, lui il vend quand c'est au plus haut et machin. Enfin, j'imagine que ça aurait été ça parce que tout le monde le fait. Ça, au niveau crédibilité, ça fout quand même un peu un truc en l'air. Et là, effectivement, le fait qu'il reparte sur Chandler, même là, c'est nul pour lui parce que jusqu'à présent, il y avait ce côté un peu conquérant de se dire bon, il revient contre Chandler qui est dangereux, il est 4e mondial et machin. Là, de continuer à tirer Chandler par la manche alors que le mec est en train de dégringoler. Et surtout pour moi, tu fais le call-out de Paddy Pimblett en fait. Mais oui. Tu veux affronter un mec dans un stade, t'affrontes Paddy. Bah oui, putain, mais oui. Mais pourquoi Chandler ? Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Et là, j'ai vraiment ce sentiment de, il lui faut pas de l'argent, mais enfin, le truc de se présenter, d'être candidat à la présidence en Irlande, tu vois, parce qu'il veut défendre les Irlandais. Et en même temps, dans ce même temps-là, tu lances ta crypto. Vraiment, pour moi, c'est terrible parce que le peu de crédibilité que tu essayes d'avoir et de convaincre les gens qui sont quand même en mode bon, Connor, t'es quand même arraché H24, c'est chaud. Que les gens ne le suivent pas, là aussi, moi j'ai été extrêmement surpris parce que quand on pense que même quelqu'un comme Octua a réussi à arnaquer les gens, c'était quoi, 2 millions de dollars. Enfin bref, donc une fille qui est connue, enfin je vous invite à regarder les raisons sur les réseaux sociaux, cette fille a réussi à convaincre les gens. Mais Connor, enfin vraiment, j'étais choqué que personne, tu vois, ne se dise, enfin personne. Il y a eu sans doute des gars qui ont souscrit à ça, mais les montants n'étaient pas suffisants pour que le lancement soit officiel. Ouais, non, là c'est catastrophique. C'est vrai que pour quelqu'un qui normalement qui est une usine médiatique parce qu'il a, je sais plus, 70 millions je sais plus, sur Insta ou j'en sais plus, des trucs comme ça, et que c'est une des stars les plus connues du monde du MMA encore aujourd'hui, c'est vrai que ce soit le désert de Gobi quand il demande grosso modo un crowdfundme ou un GoFundMe pour son truc, non, c'est très très chaud. Et c'est vrai que c'est d'autant plus chiant que ce qu'il avait commencé à faire, son mouvement un peu politique pour devenir président de l'Irlande, il me semble, mais je suis sûr à 99,9%, là je doute juste pour ce qu'on vient de dire, mais qu'il avait dit que justement il mettait sa carrière en stand-by pour ça. Il l'avait dit lors d'une conférence de presse BKFC. Et où là on se disait, je me disais, oui je pense que, mais c'est qu'en gros ça y est, il était officieusement à la retraite, mais parce qu'il allait vraiment s'investir là-dedans. Et à partir du moment où ensuite il a refait, je crois quelques jours après, ce serait tellement stylé que McGregor président fasse un combat à l'UFC. Bon là ça y est, il était reparti. Et aujourd'hui, tu vois, refaire ce call-out de Michael Chandler alors que Connor donc ne s'entraîne plus du tout. Enfin c'est vraiment terrible et ça y est, moi je ne crois plus au retour de Conor McGregor, c'est terminé, ça y est, on y est, et surtout que ça va vraiment à mon sens devenir le cas d'école du mec qui a pété un câble alors qu'il était au sommet. On va voir comment va se passer la suite, parce que bon, il est capable d'encore un peu plus péter des câbles, mais tu vois, on va vraiment pouvoir être, je sais pas, c'est peut-être dans 15 ans, quand tu auras Dana White, les boss de l'UFC, il y a eu ce cas-là. Et même, tu sais, globalement, je pense, dans le monde du MMA, t'as ce gars qui était devenu plus grand que le sport, il a pété un câble, il a plus jamais touché terre, et aujourd'hui, il ne faut plus que ça se reproduise. Ouais.
Bah ouais. Mais bon, bah, du côté de Michael Chandler, évidemment qu'il a sauté sur l'occasion pour tenter de sécuriser ce gros combat. Et donc par rapport à ça et donc à cette question du MMA en récession, vous savez, on vous a parlé de tous les événements UFC, le fait que Netflix ait fait un petit pas de retrait aussi par rapport à récupérer les droits de l'UFC, en gros le CEO, donc à partir du moment où Dana White a dit 1 milliard de dollars, enfin en gros on a posé la question à Dana White, c'est 1 milliard, c'est bien le chiffre, Dana White fait pas, je serais content avec ça. Ils ont évidemment interrogé le big boss de Netflix qui a dit qu'en gros, eux, ils allaient se concentrer sur les événements en direct qui allaient faire l'événement et donc leur priorité, c'était pas forcément d'avoir des deals à l'année. Donc piste Netflix qui se refroidit un peu avec les critiques qu'il y a en ce moment de plus en plus pour le fait que l'UFC ils aient 44 événements à l'année, les événements Apex, et que surtout aujourd'hui on se dans une situation où il n'y a plus vraiment de numéro 2 comme par le passé, où tu avais PFL, Bellator qui se tirait un peu la bourre pour commencer à titiller l'UFC. C'est vrai que là c'est une situation où il n'y a plus vraiment d'événements majeurs, mais en même temps l'UFC n'a pas du tout besoin de forcer parce que, je ne vais pas dire que le sport est mort, mais il se passe pas grand chose ailleurs. Bah, c'est pour ça que quand Ariel Helwani, et en plus ce qui était marrant, c'est qu'il en parlait avec Eddie Hearn, quand Ariel Helwani parle de récession de l'UFC et qu'il commence à faire des comparatifs avec la boxe, etc. Bah, en fait, récession, le mot il est un peu dur parce que c'est simplement que on est dans une période où ça stagne et qu'effectivement il y a récession dans le sens où c'est un peu moins bien maintenant que ça ne l'était il y a quelques années. Mais pour autant, ça continue, en tout cas, le business de grossir pour l'UFC. Ça continue, ils continuent d'être sur leur inertie. Donc, je sais pas exactement comment ça va augmenter, enfin, comment ça va évoluer dans le sens où quand Eddie Hearn dit que c'est cyclique, il a raison aussi. Parce que là, il va suffire qu'il y ait quelques nouvelles stars qui pop, et ils en parlent un peu d'ailleurs dans leur discussion. Il va suffire qu'il y ait quelques nouvelles stars qui arrivent. Un nouveau Connor, faut pas déconner, parce que là c'est vraiment, il y avait tout en même temps, mais ou en tout cas un équivalent, hein, peut-être un nouveau Khamzat, un Peyton Talbot qui confirme, un Paddy Pimblett qui est encore meilleur et plus rapide dans son ascension. Donc il va y avoir probablement une nouvelle fournée de nouvelles superstars. Lorsqu'il y aura le deal Netflix, ou alors ou pas, mais quelle que soit la finalité du deal qui va être fait, on va repartir sur un cycle où l'UFC aura des certitudes. Pour le meilleur ou pour le pire, on va voir, mais ça changera au moins des choses, je pense, dans le paysage, puisqu'on aura quelque chose qui sera enfin cadré et on saura ce qui se passe, comme ce qui s'était passé lorsque l'UFC avait eu le deal avec Fox et qu'ils étaient partis sur vraiment une nouvelle manière de gérer l'UFC, leur business, etc. Donc, et ça, plus tous les combats qui sont en attente et qui vont se décanter au bout d'un moment et qu'on attend tous, on est dans cet endroit un peu ventre mou où on régresse un poil par rapport à ce qu'on a connu, qui était beaucoup plus fort les dernières années. Mais je suis d'accord avec Eddie Hearn et Helwani, ça va probablement repartir à un moment donné sur un cycle où on va se dire ah oui quand même bon d'accord, là d'accord ça y est ça repart quoi. Ça repartira probablement côté UFC. Il y avait aussi toutes ces discussions là du potentiel en fonction d'où l'UFC se retrouve fin du pay-per-view, et c'est vrai que ce qui se passe aujourd'hui c'est qu'il y a quelques personnes qui disent peut-être que s'il n'y a plus de pay-per-view on se retrouvera avec des cartes où t'as un gros main event, un peu comme les cartes où il y a Conor McGregor, un gros main event et le reste est un peu dilué puisque tu n'auras plus besoin de convaincre les gens de dire je vais lâcher 80 $ pour un événement. Donc là aussi peut-être que ça changerait, qui pour moi serait un mal pour un bien, parce que c'est vrai que si on reste sur les 44 événements dans l'année, on éviterait d'avoir ces trucs à l'UFC Apex absolument immondes, et si en vrai chacune des cartes on a 2-3 combats qui valent le coup et plus une fois par mois ou ces 5 combats qui sont vraiment dignes de ce nom, perso moi ça me dérangerait moins. Bah ouais, c'est pour ça. Et effectivement, ils ont parlé parce que c'est donc le modèle de la boxe, d'avoir ce qu'ils appellent un top heavy, c'est-à-dire un truc qui est uniquement lourd sur le dessus de la carte, donc en main et comme main event. C'est vrai qu'en fait, en réalité, au niveau des fans et au niveau de l'intérêt, les cartes qui sont très très chargées du début jusqu'à la fin, c'est génial pour nous les fans. Mais en fait, quand tu veux faire parler d'un événement, il suffit que d'un seul combat qui fasse parler, donc ils auraient raison en réalité de faire ça. Et j'ai envie de dire Vas-y, pardon. Que c'est inévitable de toute façon que ça aille vers ce modèle-là. Et puis surtout, je trouve, tu vois, que t'as pas mal de combats qui passent à la trappe. Typiquement, tu vois, là, le Carlos Prates contre Yann Gary, tu le mets sur la main card d'un pay-per-view, je pense qu'il ouvre la main card où il est 3e combat de la soirée. Ou même le Bryce Mitchell contre Jean Silva. Le Bryce Mitchell-Jean Silva aurait été main event d'un Fight Night, ça aurait été mais une
explosion médiatique, je pense. Et là, le truc, c'est que ça se retrouve noyé avec les... Bah forcément, t'as le retour de Volkanovski, et si Diego Lopez était le prochain, Paddy Pimblett qui monte et tout, alors que sur le papier, quand vous voyez là, toute la tension qu'il y avait, les enjeux sportifs aussi, tu as toute une fight week qui se construit autour de ça, comme vous le voyez cette semaine avec Ian Gary, Carlos Prates, bah franchement, ça monte, et je suis en train d'hésiter, tu vois, à regarder en direct le Carlos Prates, Ian Gary, tu vois, alors... Ouais. Parce que là, on a vraiment le temps les mecs se répondent, tu vois les photos, putain, Ian Gary, il a une petite coupure, machin... Et tout leur est dédié pendant l'espace d'une semaine. Exactement. En attendant ce combat-là. Bah, en fait, et puis après, pour bien baliser, parce que, tu vois, je me rends compte que là, on pourrait nous dire, les gars, vous foutez quand même du monde, parce que vous arrêtez pas de nous dire que vous voulez des grosses cartes, que vous voulez qu'il y ait donc des trucs où il y a 5 combats qui sont stylés dans la même... En fait, oui, c'est ce qu'on voudrait dans le meilleur des mondes, où l'UFC est capable de délivrer des grosses cartes, donc toutes les semaines, sur chaque événement qu'ils font. Mais en fait, tu me dis si toi, tu es d'accord avec ça, mais moi, maintenant, la raison pour laquelle je suis d'accord avec ce que tu viens de dire sur le fait que finalement, bah, si on va vers le modèle de la boxe, c'est pas plus mal, c'est que maintenant, je pars du principe que de toute façon, avec le fait que l'UFC se professionnalise autant, devient autant mainstream, c'était inévitable qu'il y ait une dilution. Donc en fait, parce que de plus en plus d'événements, parce qu'ils sont obligés, parce qu'il y a de plus en plus de deals avec des diffuseurs et machin. Et donc en réalité, puisque c'était inévitable que ça en arrive au stade où on en est aujourd'hui en réalité, bah, le mieux qu'on puisse faire dans cette situation inévitable, en réalité, si on veut quand même conserver le plus d'intérêt possible régulier, ce serait ce modèle-là de top heavy. Donc oui, on préférerait qu'il y ait des plus grosses cartes chargées chaque week-end, mais en fait, vu que c'est pas possible, bah, c'est peut-être le mieux. C'est exactement ça, les gars. 24 avril 2025, Rusty Guillaume ne croit plus au Père Noël. Donc voilà, c'est qu'on veut surtout de la régularité. Puis on peut peut-être finir, Rust, avec le point GFL. On n'avait pas parlé de la chute de cette organisation, mais ça y est, les langues se délient enfin. Et donc il y a un manager de Viner Sports qui s'est exprimé quant à la situation du GFL. Et donc aujourd'hui, on en a une organisation qui promet à ces athlètes, même pas promet, c'est on va faire un prochain événement, ne vous inquiétez pas, mais signer les contrats, en gros on part du principe qu'il y aura un partage de revenus. Donc on a fait un truc, de base vous étiez censé toucher 250 000 en fixe, là ce qu'on s'est dit, c'est que l'événement va générer 4 millions. Ce qui, le manager a précisé, est hautement improbable, et donc en fonction de l'argent généré, il y aura un partage de revenus. Donc virtuellement, vous signez pour 0 € en fixe. Donc, et quand vous dites 0 € en fixe, vous allez dire ça à des Chris Weidman, des Luke Rockhold, des Tony Ferguson, enfin des mecs qui sont quand même assez établis. En fait, c'est génial cette manière de faire parce qu'on rappelle que bien évidemment, donc ils ont changé leur fusil d'épaule. Hein, comme tu disais, c'était pas censé être comme ça au début. Et il y a donc des gars qui sont sortis de leur contrat précédent avec d'autres organisations pour aller dans ce bourbier immonde qu'est le GFL. C'est une dinguerie. C'est le nombre de mecs qu'ils avaient annoncé en signature. Ouais. Ah, mais il y en avait une 50aine des anciens champions de toutes les orgas, etc. Il y a Matt Brown aussi là, récemment qui a dit mais je ne comprends même pas comment les mecs ont pu croire que ça allait se faire. Et je suis d'accord avec lui. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que ce fameux bail, cette fameuse technique de alors je peux pas te payer, mais par contre je te propose un pourcentage. Il y a des situations dans lesquelles ça vaut salement le coup. Si tu as une entreprise dans laquelle tu crois vraiment, et parce que tu sais, à chaque fois, je pense à David Shaw et Facebook. David Shaw, c'est le mec, tu sais, qui avait peint la murale de Facebook, je sais plus, à Silicon Valley ou un truc comme ça, et visiblement, Zuckerberg avait dû lui dire, je peux pas te payer, par contre, je te file, je sais plus si c'était 1% de Facebook au moment où ça commençait, et machin. David Shaw a fait OK. Donc évidemment, maintenant, le mec, il est multi centaines de millionnaires, si j'ai bien compris. Donc il y a des trucs où ça vaut le coup quand tu sens que ok, il y a une idée, ça peut partir, et les mecs ont l'air solides. Le problème c'est que je sais plus qui résumait ça comme ça récemment, une vidéo, c'était un mec pas connu que j'écoutais hier. Et en gros, il expliquait en fait, c'est le GFL, si tu es un mec qui a beaucoup d'argent et qui se dit je vais créer une organisation de MMA, ça va être révolutionnaire et machin, mais qui n'a aucune idée de comment marche le game,
bah effectivement, tu peux attirer des investisseurs et leur faire miroiter que non, mais il suffit juste de mettre des millions et des millions et des millions, tu peux devenir comme l'UFC parce que finalement, c'est pas compliqué. Tu fais des événements où tu as de la grosse qualité de production, tu t'envoies des millions aux mecs parce que du coup, bah en fait, tu peux avoir n'importe qui finalement avec l'argent en MMA et machin, et donc ça va pas être compliqué. C'est pas compliqué de faire une organisation de MMA. Et donc en fait, si tu ne connais pas le game et que tu as juste beaucoup d'argent, ça a l'air easy, mais incroyablement facile de créer une orga qui marche. En réalité, c'est un bourbier sans nom et on se rend compte de ça, mais partout. Il y en a partout en Europe, dans le monde, des organisations qui se rendent compte que juste avoir de l'argent ne suffit pas et que c'est un des business où tu es obligé de connaître les arcanes du truc, de savoir que en fait tu ne peux pas avoir tous les combattants et parce qu'il y a des contrats qui bloquent de malades et on parle même pas de ceux de l'UFC, et donc que tu es obligé de construire quelque chose avec soit en allant chercher des pépites, mais donc il faut t'y connaître et donc il faut connaître les bonnes personnes et donc il faut organiser ton truc de la bonne manière, et généralement les mecs qui sont bons sont pris dans ce milieu, donc comment tu fais? Et en fait tu te rends compte que c'est pas un piège, mais que tu ne peux pas juste en jetant de l'argent réussir de manière pérenne dans ce business. Et du coup, ben, c'est pas un parfait schéma pour blanchir de l'argent, c'est pas ça que je veux dire. Mais si t'es malin et que tu réussis à enrhumer un peu du crétin, mais qui est multimillionnaire ou qui a un fonds d'investissement, c'est tellement un nid à scam qu'effectivement, on peut pas s'empêcher de se dire, si ça se trouve, il était bienveillant et il avait une bonne idée au début et il voulait bien faire, le mec qui a lancé, créé et essayé de développer le GFL. Et c'est ce qui Parce est que terrible. je me souviens que son interview, ouais, il avait l'air bien, tu vois. Ouais, il a vraiment, et c'est ce qui est dur, c'est que le gars a vraiment l'air bien, et là, même là, hein, ce qui se passe aujourd'hui avec le GFL, hein, c'est que, en gros, ils ont eu un défaut de paiement du plus gros investisseur. Ce qui est peut-être vrai, présomption d'innocence. Mais ce qui est vraiment, vraiment, vraiment dur pour lui, et c'est que si ça se trouve, le gars n'a plus l'osé, et il se dit, bon bah, au lieu des 20 millions que j'étais censé récupérer, j'en ai 15, du coup j'ai mis ce système-là en me disant que aisément on allait toucher les 4 millions, enfin, mais on voit que ça tient pas, et j'ai même envie de dire que lors de la présentation du truc, on était quand même... Bon, en 2010, tous les noms, ça nous fait kiffer, mais aujourd'hui, 15 ans après, c'est un petit peu plus difficile, même ce délire de mettre des teams par région, enfin, tout sentait salement le réchauffer, mais le gars avait vraiment l'air sincère dans son approche. Et l'autre truc, moi, qui m'inquiète vraiment avec le GFL, c'est quand même ce délire de... euh, nous, évidemment, on est des médias, entre guillemets, on n'est pas combattants professionnels, et on n'a pas les factures à payer des gars qui sont combattants et qui ont eu ce métier-là. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est à quel point j'ai eu ce sentiment que tellement de gars ont adhéré au truc, ou en tout cas n'ont pas questionné un peu ce qui se passait, et ont signé. Et qui me fait penser un peu à ce qui se passe aujourd'hui avec Olenik, tu sais, qui avait signé au BKFC, où clairement le gars a dit « j'ai pas le choix en fait ». Là, je suis dans une situation, en gros, sa femme l'a quitté, s'est barré avec l'oseille, et il lui faut de l'argent. Il lui faut de l'argent, donc Olenik, qui était très bon pour son sol, hein, je vous invite à voir tous ses combats UFC, debout, c'est très compliqué. Il a signé au BKFC, il s'est fait éteindre salement, et il est dans une situation... Et ça fait tellement de peine de voir que il est là que pour l'argent. Et moi, j'ai un peu cette peur que tous les mecs qui ont signé au GFL, c'était uniquement pour cette question-là, malheureusement. Bah, il y a des chances, hein. Il y a des chances parce que quand tu vois je serais curieux de savoir quel discours a été tenu auprès de ces combattants. Parce que c'est pas que les combattants, c'est aussi leur représentation. Et pour que les combattants et leurs managers se disent ok, ça a l'air viable, ça va tenir la route, même après qu'ils aient vu que tous les autres noms avaient rejoint l'organisation, ce qui, en fait, a priori, comme ça, tu dis, bon, bah, c'est bon signe. Si tous ces gars-là rejoignent cette organisation, c'est super bon signe, parce que donc ça lui donne de la crédibilité, je serai pas tout seul et machin. Mais je sais que bah, quand on avait fait le podcast dessus, nous, c'était un peu l'inverse, c'est que justement, on pouvait pas s'empêcher de se dire, si tu as tous ces noms-là qui donc forcément en sont à un stade de leur carrière où ils veulent être très bien payés parce qu'ils vont pas vouloir beaucoup moins que les contrats qu'ils avaient dans leur dernier combat, tu ne peux pas faire des cartes rentables pour l'organisation parce que c'est des mecs qui te coûtent des blindes et ils n'attirent pas le public. Et mais enfin nous on est comme ça, on est des médias qui disons ça comme ça.
ça me paraît étrange que nous, on ait eu cette déduction et que les managers et combattants pro qui connaissent le game quand même normalement ne l'aient pas eu. Mais là, ce qui se passe semble donner raison à ceux qui étaient un peu en mode Sauf si t'as ce truc de c'est la seule chose où je me dis pourquoi ne pas signer dans ce cas. C'est que c'est vrai quand on a vu qu'ils avaient signé les Uriah Faber, les Fabricio Verdum, tu vois des gars qui étaient plus ou moins à la retraite, de toute façon tu vas pas recombattre, et là tu signes pour, je dis n'importe quoi, 300 000 $, où t'es dans une situation où j'avais pas prévu de combattre, mais si effectivement on me paye 300 000, bon bah là j'y vais. Et pour eux, c'est moins embêtant, et je comprends qu'ils signent. Ce qui est un peu plus chiant, c'est pour les gars, malheureusement on aimerait qu'ils prennent sa retraite, mais toujours en activité, des Tony Ferguson, des Luke Rockhold ou même Chris Weidman, qui sur le papier sont encore compétitifs, ou en tout cas n'avaient pas... voilà, ils avaient une activité régulière, en tout cas en termes de combattants professionnels, et là on peut peut-être dit non à des offres qui étaient plus plausibles dans des organisations qui existent toujours, au profit du GFL. Donc on va voir ça, et puis le dernier point c'était Rust, et c'est ce qu'Ariel Helwani disait, où il n'y a pas vraiment de numéro 2, et c'est vrai qu'aujourd'hui on a le PFL qui je pense a complètement changé de fusil d'épaule. Ils sont passés de on va tenter des gros coups à des engagements, des tournois à 500 000 qui n'intéressent plus personne, et on essaye la rentabilité avec des cartes comme ce qui va se passer je crois fin mai là, où on est plus sur une carte Ares de la grande époque que d'un PFL qui arrive en France, puisqu'on a Mansour Barnaoui en main event, co-main event Taylor Lapillus et co-main Patrick Abiroa. Ouais, c'est ça, c'est une carte plus francophone, effectivement, mais sans qu'il y ait ce combat à la Baki Doumbé qui fait que tu te dis putain dinguerie et on va remplir la U Arena ou un truc comme ça. Ben ouais. Mais est-ce que pour toi, juste petite question avant qu'on ne close, mais toi t'en penses quoi de ça? Est-ce que pour toi c'est un peu le miroir aux alouettes et en réalité arriver avec un fonds d'investissement qui pompe des millions et des centaines de millions dans une orga, finalement, c'est la fausse bonne idée et qu'en réalité, un vrai concurrent ou quelque chose de vraiment solide en tant qu'orga dans le MMA ne peut aller que, enfin, tu sais, en partant du sol, entre guillemets. Partant du sol. From the ground up. Non, mais pour moi, et tu vois, là, il y a Ares qui avait fait un post il y a pas longtemps, tu vois, il disait il y a 18 combattants Ares qui ont rejoint l'UFC ou les Contender Series. À la fois, c'est stylé, mais je trouvais ça aussi très triste. Parce que pour moi, en gros, t'as pas besoin, pour moi faut pas signer les mecs de l'extérieur parce que tu vas les surpayer, enfin tu sais un peu comme tu vois dans les clubs de football, pour moi faut pas faire ça, tu formes les gars, enfin et t'avais la même chose avec Rennes, en gros Rennes ils ont un super centre de formation, ils vendent tous leurs joueurs, pourquoi ne pas garder les mecs et t'as une équipe de tueur-gage, ou comme quand Monaco ils avaient, c'était quoi en 2017 où la seule star c'était Falcao et t'avais Kylian, t'avais tous les bref, tous les mecs qui étaient trop chauds et t'avais Falcao qui était là, qu'ils avaient payé 60 millions, une somme comme ça. Et moi, ce que je me dis, c'est, pour Ares, quand on y pense de se dire, t'as Nassourdine qui est passé par là, il y a Abdul, même Michael Lebou qui est parti depuis, il y a eu Karla Moussou, il y a vraiment beaucoup de monde qui sont passés par là, c'était Taylor Lapillus. Ouais. Imagine si Amin Ayoub, ils avaient gardé tous ces mecs-là. Mais on serait dans un truc, alors oui, évidemment, les gars n'auraient pas les bilans ronflants parce qu'ils seraient tous affrontés, donc les gars auraient perdu, mais t'aurais des chocs franco-français littéralement tous les mois. Axel Sola, il n'affronterait pas des Brésiliens, il aurait affronté Amin Ayoub, il aurait affronté d'autres gars, et à chaque fois on se dirait, putain, là c'est une dinguerie. Et ensuite, le mec part à la KSW, quand Gamrot y part, c'est parce qu'il a tout nettoyé, il n'y a plus rien à faire, et tout le monde est content, parce que c'est la prochaine étape, c'est clair, et même pour lui, tu vois, c'est vraiment une dynamique différente. Et moi je pense en fait qu'en gros, il y a beaucoup d'organisations qui pourraient faire ça, mais que, pas forcément qui pourraient, mais t'as peut-être ce côté encore où t'es pas assez bien, peut-être reconnaissance ou payé ou quoi, qui fait que tu te dis toujours je vais aller au plus offrant ensuite et je vais aller au PFL et dans d'autres orgas, parce que tu vois, on le voit même au PFL aujourd'hui et c'est tout le problème qu'ils ont, c'est que t'as pas vraiment de respect de l'institution PFL, hein. On voit que tous les gars ils sont principalement pour l'argent, et Don Davis, donc qui est le big boss du PFL, s'embrouille avec ses combattants sur Twitter, et quand tu vois que Patricio Pitbull et Aaron Pico sont partis de l'UFC et à l'UFC ont vraiment demandé leur libération du contrat, tu vois, c'est pas une bonne image, je trouve. Et moi je pense que une fois que t'as des prospects, arriver à les garder, les mettre en bombe et faire en sorte que, je sais pas, le mec qui reste 3 ans et que de toute façon à la fin des fins, le mec qui va s'en tirer invaincu, c'est qu'il aura roulé sur tous tes gars, donc il a plus grand chose à faire, là il part et ensuite il fait une carrière de fou furieux à l'étranger, c'est parfait pour toi. Et malheureusement je pense qu'aujourd'hui ce qui se passe, c'est que les mecs partent peut-être un peu trop tôt, tu vois.
Ou en tout cas, ils vont dans... Et je les blâme pas du tout, tu vois, si t'es mieux payé, mieux considéré et tout, c'est très bien. Mais les organisations, si elles pouvaient garder les mecs, enfin on en parlait même, la division welterweight, si Abdul Lebou était resté, même Ibrahimane était resté aussi. Bah ouais, non, c'est sûr. Et donc, un des exemples ou des exemples qui le feraient bien, ce serait donc par exemple le KSW ou KSW, il y a aussi, et là, il y a un podcast qui est sorti là, il y a pas longtemps de Nash, là, qu'on cite souvent pour les infos financières. Et en gros, il a fait un podcast là-dessus sur pourquoi est-ce que le KSW et le Rising fonctionnent. Et j'ai toujours pas écouté le podcast, mais j'imagine que sa théorie à lui, ça doit être là-dessus. C'est que tu vois, le Rising, c'est pareil. Aujourd'hui, ils sont rentables et ils cartonnent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont dit, on arrête les Fedor, les Crocop, les mecs qui viennent de l'extérieur, qu'on paye une blinde. On fait que des Japonais. Donc oui, nous, on n'en parle plus du Rising. Sauf que là-bas, ça cartonne. Et je veux dire, Ares, c'est vrai que quand il y avait des signatures étrangères, les médias brésiliens en parlaient, mais ça n'a pas passionné les fous de voir c'était quoi, John Moraes, non. John Moraga. John Moraga qui signe. Bon bah, c'est pas une superstar, mais les médias étrangers vont en parler, mais en français ça passionne personne. Alors que Axel Sola contre Tourpal. Bon bah voilà, certes aux États-Unis personne n'en parle, mais en France on est là et on se dit ok bah là je vais regarder Fight Pass ou Canal parce que il va se passer des choses. Et donc à mon sens tu vois et on voit la même chose en Pologne, hein, globalement toutes leurs stars sont polonaises. Et j'ai envie de dire Cage Warriors pareil. Hein. Ouais, parce que Cage Warriors, ils ont avec des ambitions moindres, c'est ça aussi. Alors c'est ça, avec des ambitions moindres, mais c'est vrai que le nombre de gens qui sont passés par le Cage Warriors et qui sont peut-être eux-mêmes devenus double champions, etc. Et ils continuent. Là, le nouveau gars là sur lequel il va vraiment falloir compter, c'est Luke Riley. Et t'as l'impression que ça n'est que la nouvelle itération de gars qu'ils ont depuis, vraiment pour le coup, au moins une décennie, si ce n'est deux, au Cage Warriors, où ils sont capables sur le vivier anglais d'abord, mais aussi proche, c'est-à-dire Irlande, c'est-à-dire France, etc., parce que Morgan Charrière y est passé aussi, ils ont vraiment ce succès-là, et donc en fait, c'est ça, ouais, t'as raison, probablement, parce qu'il y a ce côté rentabilité, mais donc en ne prenant essentiellement que des combattants qui sont du cru, et donc que tu t'assures un succès au minimum local, et donc qui t'assure une rentabilité, et qui ensuite, à terme, tu développes des stars qui développent un certain niveau, et donc ensuite tu attires des stars un peu plus ronflantes ou avec un nom un peu plus connu de l'extérieur, et là tu fais des chocs. Mais c'est vrai que ça semble être ça, la vraie manière de créer une organisation pérenne, mais la question forcément qui arrive ensuite, c'est bah oui, mais aucune d'entre elles, qu'on parle du KSW, du Cage Warriors, n'a ensuite franchi le pas pour devenir une concurrente probable et sérieuse à l'UFC. Et donc ça veut dire que ce modèle-là, ce serait le seul modèle pérenne si tu veux créer une organisation et créer une organisation qui marche et qui grossit, mais que ça ne permet pas, en tout cas, si tu suis juste naturellement la pente que tu crées comme ça, d'avoir une organisation qui peut aller concurrencer l'UFC, quoi. Parce qu'ils sont pas sur le même marché. Tu vois, je pense qu'aujourd'hui, le KSW en Pologne, c'est un vrai concurrent de l'UFC. Le Rising au Japon, c'est un concurrent de l'UFC. Et c'est pour ça que moi, le désengagement, je comprends financièrement de la part du PFL aux États-Unis, mais c'est bizarre de vouloir être le numéro 2 mondial et de ne pas avoir d'événements dignes de ce nom aux États-Unis. Pour moi, je veux dire, si tu veux concurrencer l'UFC, faut que tu sois la concurrence aux États-Unis, parce que je veux dire, le PFL, ils sont pas plus gros que l'UFC, mais Baki Doumbé, par rapport à tous les UFC Paris, ils les ont explosés en termes d'engagement. Et quand tu regardes même en termes de billetterie, tu vois, je crois que le PFL, tu vois, même l'événement qu'ils ont fait à Lyon, tous les événements qu'ils ont fait à Paris, ils ont été sold out à chaque fois. Donc t'as aussi ce côté, à l'étranger, c'est bon, c'est établi, mais on sait tous que l'argent, le vrai qui vous permet de changer le game, c'est aux États-Unis. Parce que c'est pas en Pologne ou en France que tu vas avoir des deals à $1 milliard l'année, quoi. Et c'est pour ça que du côté du PFL, je suis un peu surpris, et je pense qu'il y aurait moyen aussi, tu vois. Il y aurait moyen aussi aux États-Unis de signer des mecs. Quand tu vois que t'as plein de gars qui passent par les Contender Series, typiquement un Bonical, je sais pas combien l'UFC le paie, mais si le PFL a pu signer Jake Paul ou Francis, je pense qu'un Bonical, ou même une Chris Cyborg, je pense qu'ils auraient pu attirer un Bonical directement. Je pense.
En fait, c'est ça, et c'est ce que je me dis, c'est que donc, la seule solution à tout ça, si on voulait créer un jour un concurrent sérieux à l'UFC, ce serait de faire cette stratégie Cade Warriors, cette stratégie KSW, mais aux States. Et alors, je sais que c'est compliqué parce qu'aux States, c'est pas les States, c'est-à-dire que tu as même ce délire de État et que tu as des stars d'État qui donc sont plébiscitées que dans leurs propres États, etc. En réalité, tu as ça aussi. Mais tu peux donc faire ça, c'est-à-dire une organisation américaine qui ferait des shows peut-être par État, ou en tout cas qui aurait un vivier d'Américains, mais qui fait donc des shows où quand ils vont dans un État, ils prennent que les stars qu'ils ont dans leur roster de cet État-là. Enfin, j'imagine un truc comme ça. Et surtout réussir à les garder. Parce qu'on en parle souvent. Enfin, même l'équivalent du Cage Warriors aux États-Unis, c'est le LFA. LFA avant, le boss du LFA, ou je crois même copropriétaire, c'était Ed Soares. Comment s'appelle Oui, mais le matchmaker de l'UFC chez les poids lourds, c'est tu as donc il y a Sean Shelby et Mick Maynard. Et Mick Maynard, qui était boss du LFA à l'époque aussi. Ah ouais, oui. Et donc c'est l'UFC qui a recruté Mick Maynard. Et donc aujourd'hui, Mick Maynard, il est donc matchmaker de l'UFC. Et toujours le LFA reste un petit peu là. Enfin, c'est un gros vivier pour l'UFC. Et en vrai, quand tu te dis que si le LFA avait gardé toutes ses stars, si le Cage Warriors avait gardé toutes ses stars, donc forcément il faut un petit peu plus d'ambition et de moyens financiers, mais ça aurait été un game complètement différent, sauf qu'ils se mêlent, parce que je pense aussi qu'ils sont très bien traités par l'UFC, mais dans cette position de on les fait grandir jusqu'à 4, 5, 6, 0 et ensuite on vous les passe tranquillement. Mais moi je pense vraiment que si les mecs arrivaient à les garder, ce serait un game aussi résolument différent. Mais évidemment, l'UFC, c'est 1 milliard de chiffre d'affaires par an. Je sais pas ce que font le LFA et le Cage Warriors, mais c'est peut-être 100 fois. Ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir. En plus, ils sont diffusés en exclusivité sur l'UFC Fight Pass. Enfin, bon, voilà. Ouais. Les choses ont été bien faites du côté de l'UFC. Ouais. Est-ce qu'on a terminé, monsieur ? Ouais. Je crois. Allez, je pense qu'on a terminé, mais en tout cas, ne soyez pas surpris de voir. Et ce qui est sûr, c'est que du côté du PFL, on aura plus d'événements en France également, donc ça montre aussi leur changement un petit peu de stratégie. Donc voilà, moi je sais pas trop un peu comment ils vont faire parce que ils payent quand même les gars très bien, donc je sais pas si maintenant frontalement ils vont se dire on est un concurrent de l'UFC, ou alors comme dit, je crois que c'était Peter Murray ou Don Davis, je ne sais plus, mais en tout cas l'un des boss du PFL avait dit que eux leur objectif aujourd'hui c'est surtout d'être leader là où l'UFC n'est pas. Et c'est vrai que sur ce point-là, ils le font, parce que c'est pas en venant une fois par an à Paris que l'UFC va vraiment investir le truc. Le PFL, là, ils sont à 4 événements minimum par an en France. Donc c'est vrai que s'ils continuent comme ça, pourquoi pas dans les territoires inoccupés ou un peu délaissés par l'UFC. My Sweet Pea, Rust, ça ne bouge pas, ça, de son côté. Moins 30% minimum, surtout My Sweet Pea. Avec le code La Sueur, il a rien du tout. Rien du tout. Laisse-moi une minute. Non. Hop là, regarde ça. Oh, regardez-le. Et hop là. Ah putain. La petite barre. Oh, en plus, multicouche. Multistrat. Et puis Oli Moly. Révolution dans les boissons énergisantes, on a du nouveau chez Oli. Code La Sueur 5 toujours pour votre première commande, moins 5€. Code La Sueur 10, moins 10%, des nouvelles saveurs. Oh, pour Pâques, oh là là. Nouvelles saveurs pour Pâques chez Oli. On a le Birthday Bunny, donc tout ça c'est des boissons énergisantes, avec c'est un lapin mais c'est un litchi, en gros. Un litchi. Et là on a donc ces goûts vraies boissons énergisantes, hein. Voilà, vraie boisson énergisante, on peut pas les citer, mais et donc c'est île anguille, mais ça va rien vous dire, mais regardez, il y a une canette qui vous dit que c'est même goût que les boissons énergisantes. Oh là là. Eh ben, bonne dégustation. Bye.